Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Mavericks Media. Cette vidéo, elle est dédiée au workshop avec Alex Hormozy qui a lieu dans 30 jours. On avait fait une première vidéo à 60 jours et là, c'est vraiment dans moins d'un mois, on y va avec Maxence van der Zalmen. Salut Maxence. Salut Alexia. Moi j'ai une question cruciale Maxence, c'est qu'à J-30, est-ce que tu sais où est ton passeport ? J'en ai foutrement aucune idée, donc c'est très mal barré. Mais pour le reste, je suis plus prêt. T'es plutôt prêt. Alors Maxence, moi j'aimerais un petit peu, parce qu'on a fait une première vidéo où on disait à 2 mois à peu près d'intervalle, qu'est-ce qu'on voulait mettre en place. Là, on est pile à la moitié. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Et du coup, est-ce qu'on a un peu changé le plan de route ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on adapte ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là sur déjà les 30 premiers jours qui se sont écoulés ? Yes, du coup là, il reste effectivement, comme tu l'as dit, à peu près 30 jours avant d'y aller. Globalement, il s'est passé plein de choses encore. C'est là que tu vois que le temps est relatif, comme disait Albert. Donc c'est assez déconcertant de voir tout ce que tu peux abattre en 30 jours parce qu'il y a eu des montagnes russes entre les deux. Et là, sur les 30 jours qui restent, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop tôt pour y retourner. Donc je suis pas prêt et en même temps j'ai l'impression d'avoir tout chamboulé. Je sais pas par quoi tu veux que je commence comme thématique. Peut-être un petit peu déjà sur qu'est-ce qui a été chamboulé finalement et pourquoi ça a été chamboulé. En fait, quand tu reposes le pourquoi, ou en tout cas la mission qu'ils m'avaient donnée entre les deux, donc pour rappel, je devais faire x2 normalement sur le chiffre d'affaires de l'agence, donc Make Sense for Digital, qui est mon agence depuis 3 ans et demi. En fait, c'était hyper compliqué et hyper ambitieux de vouloir faire un x2 en 6 mois, alors que l'agence, elle a 3 ans, donc en gros de couvrir beaucoup plus de chemin que ce qu'on avait déjà fait. Et ça a littéralement tout foutu par terre. Et il y a eu des grosses phases de doute parce que ce qui a été chamboulé, c'est où va mon temps. Donc, comme j'avais dit, en fait, l'idée, c'était d'aller s'établir beaucoup plus fortement sur la brique contenu, notamment la chaîne YouTube, sur LinkedIn, sur les newsletters, sur les podcasts, etc. Et en même temps, faire beaucoup plus d'appels de vente, puisque pour faire x2 en chiffre d'affaires, tout connement, il faut vendre plus, ce que je détestais faire. Et l'autre partie, c'était que tu dois structurer l'agence en conséquence pour pouvoir délivrer de la qualité qui est encore mieux processée et tu peux pas faire plus de chiffre d'affaires si tu perds des clients actuels. Donc tu avais aussi ce truc de dire comment je surdélivre mes clients actuels pour même aller chercher potentiellement du chiffre d'affaires sur les upsells en allant chercher plus de qualité derrière. Donc faire tout ça en même temps, c'est plus l'empilement des projets qui fait que tu es chamboulé dans ton agenda et ça donne l'impression, ce que je disais en rigolant à une camarade d'entrepreneur, c'est que j'ai l'impression d'avoir travaillé 3 fois plus qu'avant, alors que je croyais déjà que je donnais le maximum possible avant. Et en fait, je me suis rendu compte que, alors je sais pas si c'est vraiment littéralement 3 fois plus de temps de travail qui est fait, mais c'est le ressenti en tout cas qui en est fait, c'est le feedback que mon corps me fait aussi, de dire ok, tu as chargé au moins 3 fois plus par rapport à avant et c'est en ça que ça vient chambouler ton quotidien. Ok, donc là, si je résume, toi, l'état d'esprit dans lequel tu étais, c'était que là, tu te focuses sur le contenu, tu délivrais du contenu au maximum, et tu t'es rendu compte dans ta charge de temps, aussi pour répondre à tes besoins en chiffre d'affaires, qu'en fait, il y avait d'autres choses à aller chercher déjà dans l'agence, à sécuriser dans un premier temps, que tu n'avais pas spécialement identifié. Donc tu as dû redescendre à ce niveau-là, pour pouvoir déjà remettre tout ça à plat, aller chercher ton objectif de chiffre. Et donc c'est maintenant que tout ça est remis en place que toi tu t'es aussi rendu compte que finalement ton temps tu pouvais le multiplier par 3. Et donc tu as réussi à cette brique de delivery la clôturer pour pouvoir passer au contenu et t'as un peu du coup comblé j'imagine. Ouais, carrément. Et en fait, le point de départ, et c'est l'exo qu'on avait dû faire pour les Hormozy au premier workshop, et je sais que mon camarade Valentin, il avait dû le faire aussi, c'est en gros, est-ce que ton business ferait la même chose si tu devais faire x15 en chiffre d'affaires ? Et en fait, la réponse, c'est que déjà, 1, non, et 2, est-ce que tu t'organiserais pareil ? Non. Pourquoi ? Parce que j'avais la réputation auprès des camarades d'agence d'avoir une boîte qui était déjà très processée, très structurée. Sauf qu'en fait, c'est des process de petite agence qui avaient des clients qui avaient 3 typologies, on va dire ça comme ça. Et c'est pas adapté à ce fameux x15. Pourquoi ? Parce que
tu mettais des ronds dans des carrés d'une part, et de l'autre, en fait, les process, ils étaient construits sur base de l'équipe existante et pas de l'équipe dont tu as besoin pour faire ce x15. Donc en fait, tu te rends compte que le modèle actuel n'est pas scalable, qui est le terme un peu galvaudé sur le sujet, et en tout cas, il n'est pas soutenable sur un x15. Donc déjà, quand tu sais ça, tu te dis ok, est-ce qu'il pourrait soutenir un x2 ? En fait, la réponse, elle n'était pas si évidente que ça. Donc autant poser tout de suite les bases saines, parce que sinon, c'est un peu comme quand tu as une plante qui pousse, et si elle pousse de travers, si tu attends 2 ans, ce sera foutu. Alors que si tu mets un tuteur dès le début, ça pourra rester droit plus longtemps. Ou en tout cas, ça va être moins compliqué de la remettre dans le droit chemin. La métaphore est un peu claquée, mais c'est l'idée. Donc autant tout de suite passer à ces process qui permettraient d'aller potentiellement jusqu'à x15 en chiffre d'affaires, qui sait, je ne suis pas pressé sur ça. Mais au moins, on sait donner les moyens de faire ça. Et donc là, aujourd'hui, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus clair. Donc j'imagine aussi que toi, derrière, t'as pu passer à cette deuxième partie, la partie sales. Et du coup, sur le chiffre, tu disais que tu avais déjà, dans un premier temps, allé chercher sur le client existant l'upsell. Et quand c'est sur la partie prospection, t'en étais où ? Parce que c'était un de tes gros objectifs, finalement. Ouais, du coup, la partie prospection, moi, j'aime toujours pas ça. C'est un autre sujet. Par contre, c'est plus le fait d'avoir des contacts avec des gens et de parler à plein de gens qui peuvent potentiellement être intéressés par mes sujets. Ça, c'est une approche qui me va bien. Et c'est le côté give first. Et donc, de dire, ok, il y a peut-être des gens que je peux aider, même bénévolement, gratuitement, etc. Ne serait-ce qu'en débloquant sur un sujet, sur un message ou quoi que ce soit. Et comme ça, si demain ils ont besoin de moi, ils m'appelleront. Donc il y avait cette brique-là, et ça, je l'avais activée, et je me suis heurté à la messagerie de LinkedIn, qui est une infamie sans nom en termes de gestion de la charge, pour le coup. Dès que tu as plus de 50 messages par jour, la boîte, elle est inouvrable, insoutenable. Mais pour l'instant, j'ai que ça. On m'a recommandé des logiciels à mettre dessus pour traiter un peu mieux, donc je commence à m'y mettre. Mais bref, initier des discussions, l'avantage, c'est que ça a alimenté aussi les autres briques du business, qui sont notamment le fait que les questions que se posent plusieurs personnes, tu peux en faire du contenu. Le contenu, c'est du coup quelque chose qui plaît à ta cible, si tu parles à ta cible. Donc, ok, au lieu de perdre du temps à aller imaginer des scripts ou réfléchir à quel type de contenu je peux aller chercher, c'est finalement donné par les gens eux-mêmes. Et l'autre point qui est intéressant là-dessus, c'est que des zones de doute, de questionnement ou autre de ta cible, c'est aussi des questionnements que peuvent avoir nos clients actuels. Et donc, ça peut révéler aussi des manques de process côté agence, et ça peut alimenter des FAQ qui peuvent intéresser nos clients, puisque côté agence, tu as des clients qui ont déjà des traffic managers, des responsables CRM et autres en interne, et eux, ils viennent chercher le regard, le pas de côté qu'on peut apporter avec l'agence. Et en fait, au plus on a des feedbacks de divers traffic managers, divers responsables marketing et autres, au plus on peut aussi les alimenter et donc dire tiens, est-ce que tu avais tel ou tel type de problème, et leur donner un peu les garde-fous, les bonnes pratiques qu'on pourrait avoir, même si bonne pratique c'est un terme un peu galvaudé aussi. Et l'autre point aussi, qui est un peu lié aussi, c'est qu'il y a des personnes qui te demandent de jeter un œil dans les comptes. Donc j'ai vu énormément de comptes, on en avait déjà vu pas mal en 3 ans d'agence, mais j'en ai revu encore plus. Et tu vois aussi toutes les conneries qui peuvent être faites dans un compte. Et il y a des infamies sans nom qui sont faites dans des comptes qui sont complètement pétés, cramés. Et du coup, on a quelques clients qui onboard des juniors aussi chez eux. Et on ajoute dans les FAQ, dans les standards operating procedures aussi, tout ce qui va être les choses à ne surtout pas faire. On alimente des énormes listes d'erreurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a des erreurs qui nous paraissent basiques, qui nous paraissent bêtes, parce que c'est des choses qu'il faut vraiment pas faire. Tu vois, par exemple, il y a eu des changements de ROAS qui ont été faits dans des comptes qui ont complètement cassé le compte. Enfin, moi, j'ai vu des structures plusieurs fois qui avaient été manipulées d'une manière hyper dangereuse par des agences pourtant connues, et le compte, il s'en remet pas, et c'est pour ça que les gens viennent nous parler, en fait. Donc, ce genre d'erreurs, quand on arrive à les documenter, on sait que nos clients actuels, ils les feront pas, parce que on ajoute à la liste, un peu à la base de connaissances, comme si on avait une énorme entité qui chapeaute un peu au-dessus de nos clients pour les protéger aussi de toutes les conneries qui peuvent être faites dans les comptes. Et donc en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que toi, tu avais identifié qu'il y avait beaucoup de bonnes pratiques à mettre, et quand tu es redescendu du coup au sein de ton équipe, tu t'es aussi, et aussi celle de tes clients,
tu t'es rendu compte que c'était bien de mettre en place des bonnes pratiques et de les écrire, mais aussi de placer ces garde-fous avec des mauvaises pratiques pour justement les éviter. Et ça, c'était quelque chose qui manquait déjà chez toi, ou tu avais déjà commencé à identifier ? En fait, le problème qu'on avait, on l'avait un petit peu identifié, mais sans mettre trop le doigt dessus non plus, c'est que quand tu passes énormément de temps sur un levier, tu t'habitues vraiment à éviter justement ce genre d'erreur basico-basique. Et donc, t'en viens au point où tu te dis, mais c'est pas possible de penser ça. Tu sais, genre, c'est une évidence que tu dois pas changer une cible de ROAS drastiquement ou changer un budget de 5 000 € par jour à 200 € ou une connerie comme ça, parce que bah, tu peux pas atteindre les mêmes résultats ou ce genre de choses. Le budget, c'est une chose, le ROAS, c'est encore pire, mettons. Si tu le passes de tes ROAS 800 à 250, bon, bah, il va se passer des choses dans le compte, ça c'est assez évident. Ou quand tu réconcilies des Pmax, ou quand tu changes toutes tes créas méthodes d'un seul coup, enfin bref, il y a plein d'éléments comme ça. Et ça paraît évident que, en fait, c'est un manque de bon sens parfois. Et on pensait pas à documenter le côté bon sens, justement. Pourquoi ? Parce que le bon sens, finalement, tu l'as que quand tu as l'expérience qui va avec, et tout le monde ne l'a pas. En tout cas, quand tu as des clients qui onboardent des juniors, ils peuvent ne pas avoir justement ces réflexes que tu acquiers avec le temps. Et comme nous, côté agence, bah, sur les comptes, tu n'as jamais des stagiaires, des alternants, etc. Donc tu n'as pas ce côté vraiment très le niveau 0.5 quoi, du métier. Donc c'est le risque aussi quand tu bosses que avec des personnes qui connaissent vraiment ce qui se passe. Tu vois moins les évidences du tutoriel du jeu, on va dire ça comme ça. Donc c'est bien de dézoomer comme ça. Et ça tombait bien parce qu'on a au moins 4 clients qui étaient en train de rentrer des juniors chez eux pour muscler leurs équipes, mais qui du coup avaient besoin de ce training. Donc ça nous a aidé. Et après sur les parties formation, bah, ça aide aussi parce que tu peux créer des énormes FAQ, entraîner des agents GPT, etc. etc. Et face peut-être un petit peu à cette recrudescence d'arrivée plutôt de profils juniors, tu penses que c'est un fait qui existait déjà, c'est un manque d'experts justement sur le métier? Comment en fait là t'arrives à un point où beaucoup de personnes ont des nouveaux collaborateurs et c'est des juniors? Je pense que tu as aussi l'effet saisonnalité, parce que tu as le côté dans les profils juniors qui sont en train d'être rentrés chez les clients, tu as soit des jeunes alternants qui démarrent là en septembre dans un mois, soit des alternants qui sortent d'études et qui du coup viennent prendre leur premier CDI. Et donc, à mon avis, tu as cet effet CESO qui est vraiment le côté septembre qui joue. Je ne sais pas si c'est une généralité courante. Et tu as aussi, chez certains clients, la difficulté justement de trouver des profils seniors, parce que ça reste un peu pénurique de trouver les bons en tout cas. Et donc tu as cette volonté chez certains d'entre eux, c'est de prendre des juniors et de les façonner à leur manière, comme ce qu'on faisait au début de l'agence pour le coup, pour éviter d'avoir des gens qui viennent avec 5 ans de métier, qui croient tout savoir, et du coup, ils t'écoutent même pas, et au final, tu n'as aucun intérêt à bosser avec eux, parce que ils t'écoutent pas et ils se mettront jamais dans tes propres process. Puis peut-être aussi là l'avantage pour le coup que ça a, c'est que les personnes justement elles ont tout à acquérir en termes de connaissances. Donc elles arrivent, elles prennent plein de bonnes pratiques et justement c'est un peu, tu sais, moi je fais toujours cette métaphore où quand tu apprends à conduire avec tes parents et au final tu prends les mauvais réflexes parce que tu places mal tes mains ou tu vas en utiliser qu'une et tu vas laisser la main sur le levier du tête, enfin bref. Et des fois c'est peut-être aussi pour ça qu'on a peut-être tendance à vouloir privilégier des juniors parce que justement ils n'ont pas tous ces petits entre guillemets défauts à venir gommer. C'est aussi quelque chose que tu penses pourrait être un fait? Ouais, c'est la logique que j'avais même déjà chez Tikamoon, c'était de dire bah ok, je veux pas des gens qui ont été pervertis par un tiers et je veux des gens qui se conforment à ma façon de voir le e-commerce. Et parfois, tu avais le cas quand j'interviewais surtout des seniors qui venaient de grosses boîtes, c'est encore pire quand ça vient de grosses boîtes, j'ai l'impression, c'est que ils ont déjà un dogme sur bah tiens, Google Ads c'est mieux que le SEO ou le CRM ça sert à rien, ce genre de choses. Et t'as ce débat chez les développeurs aussi, j'avais déjà eu à une époque, c'est que quand t'as un développeur qui est ultra spécialisé sur un langage, il veut absolument pas entendre parler des autres parce que tous les autres c'est de la merde et donc il y a que le sien qui compte. Et en fait, des gens comme ça, c'est des gens qui atteignent une espèce de plateau, j'ai l'impression. Et c'est pas du jugement, c'est hyper subjectif, donc on peut voir ça comme du jugement certes, mais c'est un moment où t'arrêtes d'apprendre parce que tu penses que ce que tu sais est mieux que le reste. Et ça, c'est pas le genre de player que tu vas avoir dans une équipe. Donc oui, je pense que les juniors, c'est quelque chose qui est beaucoup plus malléable.
Mais le pendant de ça, c'est que ça demande beaucoup plus de travail parce que tu dois justement inculquer tout ce que tu sais et toute ta façon de penser à ces personnes-là. Et t'es pas encore comme dans Matrix avec Neo où tu peux plugger directement les connaissances dans le cerveau de la personne. Donc comment tu fais pour te rapprocher le plus vite possible de la vitesse Matrix et de pouvoir rapidement transférer des connaissances? Ça, l'avantage qu'on a aussi, c'est que comme on l'avait fait déjà au début de l'agence et que on a une grosse brique formation quand même, formation à plat avec du e-learning, etc. On a déjà processé pour que ce transfert de connaissances se passe le plus vite possible. Ce qu'on n'avait pas envisagé, c'est comment tu le transfères aussi à des clients, par exemple. Ok, je vois. Et est-ce que tu penses que, parce que là, le workshop Hormozy, il va commencer début septembre, donc là, on est vraiment dans le creux de l'été. Est-ce que tu penses que c'est justement, toi, ce que tu avais potentiellement pas prévu, il est lié un peu à ce creux de l'été, et les recrutements de septembre, c'est souvent des juniors, c'est quelque chose qui n'avait pas été identifié, ou c'est quelque chose qui aurait pu arriver à n'importe quel moment de l'année? Parce que du coup, c'était quand tu es parti au premier workshop, tu n'étais pas dans le même moment aussi de l'année, et c'est des choses où peut-être tu te disais que tu n'avais pas à redescendre au sein de ton équipe. Je pense que c'est pas forcément lié à la saisonnalité en tant que telle, mais c'est plus aussi par rapport au volume de contacts qui peuvent être initiés. C'est-à-dire que quand tu parles à plus de monde, tu recoupes plus facilement des éléments qui se passent à droite à gauche, ce qui pouvait être moins le cas avant parce que je parlais potentiellement à 10% à même 50% de personnes en moins, voire encore moins. Donc forcément ton horizon il est un peu plus cadré, il est un peu plus fermé, et quand tu déroules, tu commences à voir des patterns qui arrivent chez les uns, chez les autres, et tu fais plus facilement le lien entre les problèmes des uns et les problèmes des autres. Et du coup, tu en tires des solutions qui peuvent aller à plus de monde que ce que tu avais imaginé en one-to-one, par exemple. Et du coup, pour là, les entreprises qui vont accueillir des nouvelles personnes et des profils un peu plus juniors, si tu avais peut-être 2-3 conseils à leur donner, en tout cas sur le pôle marketing, ce serait quoi? Le fait que tout n'est pas une évidence, en fait, le plus gros problème que tu vas avoir dans les transferts de connaissances, c'est justement cette notion d'évidence, de dire c'est normal que ça soit comme ci, comme ça, etc. En fait, non, les gens qui arrivent, ils sont neutres, ils sont tout neufs, ils connaissent pas les méthodes de travail. Et donc, un truc qui marche bien, et on l'a fait déjà depuis 2 ans sur tous les nouveaux clients de l'agence, c'était les onboarding customisés. Et donc, tu as un parcours en 8 étapes avec des allers-retours qui permettent de connaître sur le bout des doigts l'ADN du client, sa charte, sa plateforme de marque, ses besoins financiers, ses enjeux marketing, etc. sur un laps de temps très très court, avec 8 étapes qui sont hyper découpées et qui font la force aussi du fait que tu peux onboarder aujourd'hui un client et en moins de 2 semaines, bien le connaître. Et donc, si tu arrives à onboarder un nouveau collaborateur en processisant aussi ce qu'il doit savoir sur ta boîte, c'est la même chose, parce qu'en fait, un collab qui arrive, c'est comme nous avec l'agence, quand on arrive sur un compte client, il a besoin de connaître la boîte, ses objectifs et ce qu'on attend de lui. Donc, si tu arrives à processer tout ça et à recueillir l'information le plus rapidement et le plus efficacement possible, en tout cas de la manière la plus fiable possible, tu vas réussir à faire ce transfert de connaissances qui est complet, exhaustif donc, et aussi qui est gommé de toute culture orale ou ce genre de choses. Et c'est pour ça que nous, sur les 8 étapes, t'en as énormément qui sont écrites. Pourquoi ? Parce que l'écrit, déjà, il est beaucoup moins interprétable. Il force les gens à poser sur le papier ou sur l'informatique, mais ce qu'ils ont vraiment derrière la tête. Ça demande à être précis, ou en tout cas les questions incitent à être précis. Et tu as un peu cette méthode de dire ok, mais qu'est-ce que tu sous-entends derrière, etc. Et c'est beaucoup moins soumis à interprétation que attends, viens un quart d'heure, je vais t'expliquer ce qu'on fait ici dans la boîte. Non, ça n'a aucune valeur. Enfin, ça a une valeur très limitée pour le coup. Et l'autre avantage de l'écrit, c'est que tu vas pouvoir le ressortir plus facilement aussi. Tu vas pouvoir trouver des incompréhensions. Si jamais tu l'as rempli, la personne n'a pas compris quand même certains éléments, tu vas retravailler le process pour que la prochaine fois que ça arrive, tu arrives justement à ne plus avoir cette zone d'incompréhension. Donc ça te permet d'aller beaucoup plus vite. L'autre élément, c'est de ne pas chercher à l'inverse, donner trop d'informations trop vite. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est pas d'avoir 100% de l'information en fait. Donc souvent, quand les gens arrivent, et tout ce que je dis, c'est valable pour les nouveaux collabs et les nouveaux partenariats agences pour le coup. Donc quand les gens arrivent,
tu as envie qu'ils sachent tout très 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 vite. Et en fait, peut-être que c'est pas très important que la personne elle sache qu'il y a une remise sur le parc Astérix qui est avec le CE, parce que peut-être que déjà ça, elle peut le voir sur un livret d'accueil ou autre, en asynchrone et autres, et t'as pas besoin de faire une réunion RH le premier jour pour dire ça. C'est pas forcément c'est sympa, mais c'est pas un game changer non plus. C'est peut-être un mauvais exemple parce qu'il y a des gens qui adorent le parc Astérix, peut-être. C'est pas sponsorisé, j'imagine. Mais voilà, il faut choisir l'information, et pareil sur comment on gère les messages d'absence, etc. On s'en fout, la personne elle vient d'arriver, elle n'a pas des congés dans la minute normalement, donc c'est pas très important, c'est pas urgent, donc on va limiter l'information, et on peut se dire oui mais au moins la personne elle sait. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que on a un cerveau qui est un outil très puissant pour certains, mais il a une capacité limitée d'absorption en même temps. Il a besoin d'imprimer et il a besoin de répétition. Donc il faut choisir les informations les plus importantes, et c'est en ça que le process il va se concentrer sur les infos les plus importantes pour justement qu'elles s'impriment le plus vite possible, et le reste, tant pis, ce sera un peu plus délayé dans le temps, mais c'est moins grave. Donc là, en gros, pour résumer, tes conseils, ce serait de ne rien prendre pour acquis, car tout peut se remettre en question, ne serait-ce que dans le niveau de connaissance. Et après aussi, c'est dans la collaboration, c'est de se dire qu'on doit donner les informations nécessaires sans inonder, et surtout de privilégier l'écrit et bannir l'oral. C'est ça, l'oral tu l'auras pour aller plus loin ou pour se synchroniser, etc. Mais l'écrit reste, on va dire. Et l'écrit a l'avantage aussi de pouvoir être beaucoup plus asynchrone, et donc tu as moins besoin de chambouler tous les agendas, parce qu'on sait que quand il y a quelqu'un qui arrive, forcément ça prend du temps, mais au plus tu as d'écrit, au plus c'est efficace. Et au plus tu es asynchrone, au moins tu as besoin de te tordre dans tous les sens et d'avoir de la charge qui est rajoutée par la nouvelle personne ou par la nouvelle agence pour le coup. Parce que tu as parfois des gens qui se disent ok, moi je veux changer d'agence, je suis prisonnier, je suis pris dans mon contrat, ok, on arrive à la fin du contrat, parce que tu as des agences qui te foutent comme ça avec les menottes. J'arrive à la fin du contrat, mais c'est la mauvaise période parce qu'en fait mon contrat il s'arrête au 31/12 et j'ai beaucoup de saisonnalité sur les soldes, et donc je peux pas onboarder une nouvelle agence en janvier, donc qu'est-ce que je fais? En fait tu vois, tu gommes tout cet aspect là, et ça te permet d'être beaucoup plus opérationnel et de pas avoir cette excuse de c'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment en fait quand tu creuses. Donc au plus tu te préserves comme ça, au plus n'importe quel moment fait l'affaire pour faire le switch dans tous les cas. Je pense aussi le fait que ce soit écrit et processisé fait que mentalement c'est beaucoup plus simple, parce que tu n'as juste à appliquer sans demander la moindre réflexion finalement. C'est ça. En tout cas, il y a moins de risque d'oubli, il y a moins de risque de mauvaise interprétation du côté de la personne qui reçoit le message. Et ce que tu peux faire pour les boîtes qui sont encore plus avancées, c'est que tu peux faire aussi à tiroir. C'est-à-dire si la personne elle comprend le niveau 1, très bien, et tu peux avoir le truc de ok, si tu sais pas que dans notre objectif financier, on va chercher la marge unitaire parce que notre objectif c'est de vendre le plus de produits possible au plus de monde possible, et pas de faire une forte marge par produit. Parce que encore une fois, par exemple, Hormozy te dit la marge unitaire, on s'y intéresse vraiment très tard. Le but au début c'est d'avoir le plus de clients possible qui vont être des ambassadeurs de ta marque, etc. etc. Ok, si la personne qui est onboardée ne sait pas ce qu'est une marge unitaire, tu peux avoir une espèce de base de connaissances supplémentaire qui t'explique, ok, donc la marge unitaire c'est la marge au produit, et les autres types de marge c'était ça, et ça permet d'aller plus loin. Mais le niveau 1 et le niveau 2 de lecture, c'est quelque chose aussi qui peut aider sur cet onboarding, parce que même si tu essayes d'être le plus clair possible, il y a des termes qui peuvent ne pas être compris par les personnes, et où tu as aussi des boîtes qui ont des langages ou des jargons hyper spécifiques. Je pense à des boîtes, il me semble que c'est Auchan qui avait une définition qui était un peu différente du category management d'autres boîtes, par exemple. Donc tu avais des notions de chef de produit versus c'est pas des chefs de produit, etc. Si tu débarques en t'attendant à faire une mission A et qu'en fait chez eux, cette mission-là, c'est la mission B, déjà c'est qu'il y a eu un très mauvais processus de recrutement, ça c'est un autre sujet. Mais c'est important de le clarifier le plus vite possible dans tous les cas. Et donc tout ça, c'est les éléments peut-être que tu n'avais pas vu venir sur les 30 derniers jours et qui ont vachement chamboulé ta gestion. Donc je rappelle aussi, c'est que toi, tu pensais te focus sur le contenu, tu as dû redescendre dans l'agence. Là, donc, ce que j'entends, c'est que tout est remis à plat au niveau de l'agence, donc tu as rebasculé vers le contenu. En fait, le contenu, je ne l'ai jamais vraiment abandonné, c'est juste que, et c'est pour ça je pense aussi l'impression d'avoir travaillé 3 fois plus, c'est que
tu vois des choses quand tu parles à des gens qui servent tes clients actuels, qui servent ton équipe actuelle et qui en plus font des très bonnes thématiques contenu. Donc en fait, tu as envie de tout faire en même temps et quand tu as claqué autant de pognon aussi chez Hormozy, tu te dis bah ok, je veux pas y aller pour rien et je veux pas y aller pour qu'ils me disent ce que je viens de réaliser. Encore une fois, c'est un peu comme dans le coaching, tu as envie d'aller au bout du bout de ce que la personne a à t'offrir entre guillemets, parce que tu dis au plus je me pousse dans mes retranchements, au plus le coach, s'il est capable d'aller jusque-là, bah, il pourra me challenger et il pourra m'inviter à aller au niveau supérieur. C'est jamais le coach qui va faire la chose, ou en tout cas c'est un problème de responsabilité si on pense que le coach en lui-même est la personne qui va nous faire basculer. Le coach, déjà normalement il en a rien à foutre en fait, c'est juste qu'on va chercher l'information, chercher le mindset, etc. Donc au plus tu arrives préparé, au plus les résultats peuvent être là. Et c'est un très mauvais pas, je fais juste l'aparté, de dire bah c'est la faute du coach si j'ai pas réussi, ou d'être dans une logique très passive. Là pour le coup, et c'est peut-être parce que je sais pas, j'ai envie d'en avoir pour mon argent aussi, et mon temps surtout, c'est le côté bah au plus j'ai réussi à avancer vers mon objectif, au plus je vais pouvoir encore apprendre la prochaine fois, parce que j'ai déjà été tellement mindfuck la première fois que je me dis bah ok, si j'arrive avec un niveau qui est x3 aussi, admettons, par rapport à comment j'étais en avril quand j'étais au niveau 1, tu dis bah ok, comment je vais ressortir de là? Si je reviens avec les mêmes problématiques que celles que j'avais juste en rentrant du niveau 1, bah en fait il s'est passé quoi pendant les 4 mois? Ça n'aurait eu aucun intérêt de faire ça, et autant rester là-bas, ne pas reprendre l'avion et jouer au casino pendant 4 mois. Ça n'aurait aucun sens sinon de revenir avec le même niveau et le même état d'esprit. Et justement toi d'ailleurs sur la préparation du niveau 1, puisque toi c'est ce niveau-là que tu vas aller faire cette fois-ci, comment tu vois les choses? Comment tu as fait un peu ton exercice d'introspection là-dessus pour mettre en place des choses et te dire que tu n'y vas pas pour rien finalement? Alors moi c'est pareil, du coup ça a été pas mal chamboulé forcément avec les sujets de l'agence. Mais par contre, c'est que d'ailleurs, j'en ai tiré énormément de valeur. Et je pense que d'ailleurs, c'est une partie du programme de Shadow Agency qui avait besoin d'être développée. Et quand je le vois dans les feedbacks qu'on a actuellement, je me suis rendu compte que oui, la partie technique de Google Ads, Meta Ads et les autres plateformes, elle est très attendue, mais elle est finalement pas aussi attendue que toute cette partie-là de gestion d'agence. Et donc là, je crois c'est quelque chose que je pensais pas, enfin que j'avais pas identifié sur le coup. Moi, je m'étais vraiment dit déjà, on va devenir un expert par levier. Mais en fait, non, on va déjà poser les bonnes habitudes à l'agence pour pouvoir après justement aller chercher l'expertise. Et donc finalement, dans ma production de contenu, parce que c'était ça, moi, mon vrai dilemme des 30 premiers jours, le programme sur Shadow Agency, je pense que là on est vraiment opérationnel dessus, il est en ligne, on a des feedbacks qui sont assez incroyables pour le coup, et on a pas mal justement d'entrées via ce qui est disponible de ces gestions opérationnelles d'une agence. Ça c'est quelque chose pour le coup que j'avais pas anticipé, pas identifié. Là je vais rester ensuite sur la partie maintenant aussi qui va être aussi plus technique. Par contre, je sais qu'il y a l'autre face, celle où justement il y a les vidéos de la chaîne qui doivent encore continuer d'être alimentées. On le voit quand toi tu as commencé à beaucoup plus fréquemment publier, ça a payé aussi. Il me semble que tu as eu des leads, tu as eu des contacts de ces vidéos-là. Donc on voit justement que, comme Hormozy finalement le disait, c'est qu'il faut faire tu le fais pas une fois, tu le fais 10 fois, 100 fois. Et tout va se démultiplier derrière. Et après, je pense aussi c'est assez gratifiant finalement, parce qu'on se dit on fait des vidéos et c'est ce contenu-là qui est alimenté au quotidien. Et là, il y a le résultat final aussi qui arrive et c'est très intéressant. Donc moi, non, je dirais qu'il y a eu déjà ce premier pas sur le programme de la Shadow Agency avec toute la gestion opérationnelle d'une agence qui a été mise en ligne. Ça a été game changer. On savait déjà en préparant le programme qu'on était attendu dessus, mais je pense que là, avec ce qu'on a délivré, parce qu'aussi c'est ce qu'on fait dans notre quotidien de l'agence, donc il n'y a pas de choses édulcorées qui sont remanipulées, c'est vraiment la façon dont nous on gère, on est vraiment dedans dans notre quotidien. C'est aussi ce qui montre que on sait que ça marche, et on y croit sincèrement en ce programme. Donc c'est des choses qui ont été chamboulées finalement,
Mais je pense vraiment pour le bien et pour le mieux, parce que je pense effectivement que dans cette step 1, de ce premier tiroir, si je reprends la métaphore de tout à l'heure, c'est aussi des choses qui sont attendues par les Hormozy. Ouais, c'est vrai que c'est le côté comment tu vois la contrainte principale de ton business et comment tu vas la tacler, comment tu la identifier aussi, parce que souvent, ce qu'il disait, c'est que la contrainte du business, généralement, elle est dans la zone d'inconfort du fondateur de la boîte. Ce que ça voulait dire, c'est que, par exemple, pour l'agence, moi j'ai détesté vendre, je déteste encore vendre aujourd'hui, et bizarrement, la contrainte qui empêchait par exemple de faire ce x2, ce x15, etc., c'était pas tant la delivery, parce que ça c'était juste du retwisting un peu d'éléments, il y avait quelques éléments à remettre d'équerre, des process à fine-tuner, etc. Ce qui gênait vraiment, et la contrainte principale du business, c'était la vente. Et donc, tant que ça, c'était pas résolu, c'est vraiment le goulot d'étranglement derrière, parce que, tu vois, en termes de recrutement, on a des personnes dans le pipe qui sont prêtes à dégainer si jamais on a besoin de recruter. On a tous les process qui vont bien, que ce soit pour un site e-commerce B2C, B2B, de la lead gen, etc. On a les différents process qui sont OK. On a les équipes qui sont toujours bien organisées. Ça, on n'avait rien changé avec le modèle T-shaped, c'est-à-dire que chacun a sa zone d'expertise profonde, donc c'est la barre verticale du T, mais pour autant, chacun est apte à faire le support de niveau 1, entre guillemets, sur tous les leviers sur lesquels on peut intervenir. Donc aussi bien du Google Ads, du Meta Ads, Pinterest, l'email, SEO, CRO, etc. Parce que l'idéal, c'est qu'il y ait le moins d'interlocuteurs possible, ou en tout cas qu'il y ait le moins de friction possible. Et donc, comme on veut connaître le business du client, tu as besoin d'être le plus réactif possible. Donc ça, c'était pas des contraintes, alors que ça pourrait l'être, et ça serait une contrainte énorme si tu avais par exemple une agence de niche qui fait que du Google Ads depuis 15 ans, qui se dit tiens, je vais commencer à faire du méta, etc. Elle aurait une énorme contrainte sur le fait de dézoomer et d'avoir l'approche holistique du e-commerce par exemple. Nous, tout ça, c'était OK, parce que l'agence, elle avait été construite sur la base de ce que j'avais fait chez Tikamoon, où j'avais construit mon service marketing sur ce modèle-là, donc j'ai juste eu à répliquer. Et donc la vente, pour revenir là-dessus, c'était vraiment la contrainte, parce que tu as des leads dans le pipe que tu n'appelles jamais, tu as des gens qui sont intéressés que tu n'appelles pas, tu les laisses végéter dans une boîte mail, alors que j'avais fait une machine inbound où tu avais un scoring en fonction du nombre de lead magnets que les gens avaient téléchargés, etc. C'est hyper chiadé. Ça avait été fait avec Cédric Costa, que j'adore sur le sujet de l'inbound, mais je m'en servais pas spécialement pour le coup. Et j'ai même eu des feedbacks, depuis que je parle plus avec des gens, j'ai eu au moins 6 personnes qui étaient dans cette base de lead que j'ai croisé dans la vraie vie, qui m'ont dit je suis étonné que tu m'aies jamais appelé ou que tu m'aies jamais harcelé là-dessus. Et en fait tu te dis est-ce que finalement à ne pas aimer la vente j'étais trop gentil ou trop naïf là-dessus, parce que tu as toujours ce truc de dire les gens s'ils ont besoin ils sont pas cons, ils vont venir me chercher, etc. En fait ils y pensent pas forcément. Et donc une fois que tu tacles la vente, tu te dis c'est vraiment le truc qui va permettre de faire ce x2 et potentiellement d'aller faire ce x15, alors que je pourrais refondre toute ma delivery. Le gain, comme le 90-10, il est déjà bien respecté, le gain incrémental, il serait pas si énorme que ça finalement. Et sur ce que tu disais là, parce que tu dis clairement que tu n'aimes pas la vente, tu n'aimes toujours pas la vente après Hormozy, ça n'a pas changé. Tu penses que si, à l'époque, je pense que tu n'avais pas fait le workshop Hormozy pour le coup, mais que ta machine à inbound, elle était déjà lancée, est-ce que tu penses, du coup, avec le niveau de connaissance et le mindset que tu avais, c'est des ventes que tu aurais pu aller... Donc est-ce que c'est des opportunités manquées ou justement c'est aujourd'hui des chances à saisir parce que tu as tout ce recul aujourd'hui ? Je pense que tu as des leads qui se sont refroidis depuis, donc il y a sûrement des opportunités qui ont été perdues comme ça. Je pense que tu as des concurrents qui sont beaucoup plus affamés parce qu'ils n'ont pas la même LTV, donc la même lifetime value que nous, et donc ils ont besoin d'aller chasser un peu en mode Ponzi les nouveaux clients, et qui du coup ont peut-être raflé des gens qui étaient sur le marché à ce moment-là, donc c'est-à-dire qu'ils cherchaient, qu'ils avaient un besoin. Sauf que l'avantage qu'on a aussi, c'est que quand tu as une mauvaise agence, en général, tu en sors vite parce que tu te rends compte que c'est vite des blaireaux. Là où ils sont malins, c'est quand ils mettent des contrats pour te loquer un peu derrière. Ça, c'est un autre sujet. Mais je me dis, ok, en fait, il faut peut-être juste attendre que ces gens-là reviennent. S'ils ont trouvé une agence qui leur convient et tout, on va pas faire le forcing. On n'est pas là non plus pour survendre des choses ou pour donner un risque. Parce que mine de rien, changer d'agence, c'est toujours une période de transition, etc. Si ça se passe bien, il reste
quelques agences qui savent faire le taf quand même en France, j'espère. Donc on va pas forcer les ventes à ce moment-là. Donc oui, il y a sûrement des opportunités manquées. Maintenant, c'est tout, c'est le jeu, t'as joué, t'as oublié, t'as perdu. Le tout, c'est d'aller refaire une base de leads plus chaud, qui eux seront peut-être un peu plus mitraillés, mais je suis pas sûr parce que dans l'idée, c'est un peu l'idée d'Hormozy aussi, c'est que ils vont peut-être être mitraillés un peu plus en termes de valeur. Là où à l'époque, par exemple, mon inbound, c'était un email par semaine, peut-être que là, il y aura des parcours un peu plus différents. Là, j'ai mon gros lead magnet de l'été qui sort, j'en faisais déjà un énorme par été. Là, c'est la checklist d'audit e-commerce qui balaye tout un e-commerce de A à Z, aussi bien le SEO, le CRO, l'email, le SEA, les Facebook Ads, etc. Et ça, je me dis, ok, en fait, en fonction des réponses de chacun là-dessus, s'il y a des personnes qui sont un peu plus faibles en email, je vais pousser plus de contenu en email, etc. Et au plus mon inbound là-dessus, il sera précis et il sera en adéquation avec la demande de valeur de la personne, au plus elle sera à même de me contacter, déjà de une, et de deux, tout connement, retravailler mes CTA, mes call to action, pour dire aux gens, au fait, si c'est un besoin, sache que je sais le faire. C'est tout con, mais je le mettais même pas. Donc, en sachant ça, un peu le côté cordonnier mal chaussé, c'est que normalement, en faisant ça, plus en déroulant le contenu, donc les vidéos YouTube, le podcast, LinkedIn, etc., tu dis normalement, le flux, il va revenir et il va être bien traité, bien géré, contrairement à ce qui pouvait être fait avant où j'avais du flux, mais qui partait, c'était remplir un seau percé finalement à l'époque, donc ça avait beaucoup moins d'intérêt que là où le seau, il est bien étanche et il n'y a pas de problème, et juste, il y a un tamis dessus qui permet de filtrer, parce qu'il y a des personnes qui n'ont absolument pas besoin de moi, et j'ai pas besoin d'aller leur vendre des choses, et contrairement à d'autres qui feraient le forcing pour dire je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre, moi j'ai aucun intérêt à faire rentrer un client qui soit ne rentre pas dans nos process, dans notre ICP, donc dans le modèle de client qu'on peut servir, parce que ça le desservirait lui, ça me desservirait moi, et ça nous créerait tous les deux des problèmes et des frictions. Donc ça créerait du gâchis au niveau des équipes qui devraient travailler sur un dossier qu'on s'est perdu. Ça n'aurait aucun intérêt. Et en plus, on se met en risque de réputation, qui est la chose la plus précieuse pour une agence. Donc sachant ça, tu rajoutes ce petit ami, ça permettra de filtrer beaucoup plus efficacement et potentiellement de rediriger aussi vers les copains. Si une boîte, ça m'est arrivé, elle avait un souci SEO mais ultra technique et ils avaient déjà plein de gars sur le SEO en interne et on était sur un truc, c'était vraiment la physique quantique. Je dis que c'est rarement de la physique quantique, les ads, le SEO, etc. Là, ils allaient se battre contre des géants du secteur avec un canif et 2 bouts de ficelle. Du coup, moi je sais que je pouvais pas leur apporter ce qu'il faut, parce que moi j'ai besoin des katanas et des mitraillettes pour y aller. Mais je connaissais des gens qui savent quand même être plus malins et pour certaines zones spécifiques, avec certaines concurrences, etc., tenter quand même le coup. C'est plus risqué, donc en plus il y a le risque réputation, je voulais pas le prendre, mais je renvoie vers quelqu'un qui sait potentiellement les adresser, et je sais même pas si ça avait signé avec, parce que finalement c'était tellement spécifique que j'aurais pu encaisser et dire vas-y, on vous fait un audit SEO, on vous fait une roadmap, machin, on vous prend de l'argent, ça n'aurait aucun intérêt s'il n'y a pas la valeur derrière. Donc je préfère redispatcher chez les copains que prendre des dossiers qui correspondent pas à ce qu'on sait faire à l'agence. Donc ça, c'est une des bonnes pratiques du premier workshop d'Hormozy où toi, tu étais parti au workshop, pour résumer, c'était pour que l'offre, qui est le premier socle finalement de Hormozy, soit totalement bouclée. Et donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que toi, de là, tu avais identifié le type de client, la typologie de client que tu voulais accompagner de l'agence et que tu savais aussi que c'était cette typologie-là que tu pouvais le mieux accompagner. Ça crée aussi moins de barrières de frustration et justement, c'est ce qui participe aussi, si je me dis pas de bêtises, tu me disais que dans le premier épisode que tu avais une lifetime value à 16 mois actuellement. Et donc finalement, toi aujourd'hui, tu es en train de dire là, donc je rappelle, là, 30 jours d'aller chez Hormozy, que ton offre, c'était la première thématique du workshop, elle avait été, entre guillemets, si je fais la checklist, elle est validée. Tu ne l'as pas remise en question là sur les 30 derniers jours de préparation. Ça, aujourd'hui, c'est OK. On est passé maintenant sur le contenu où tu as fait du x3. D'ailleurs, je crois que là, tu dépasses bientôt les 100 vidéos sur YouTube. Ouais, normalement, à l'heure où tu publies, ce sera fait. Déjà, félicitations pour la barre des 100 vidéos YouTube. Donc là, en termes de contenu, donc l'offre, on est OK.
le contenu, on est OK. T'as remis à plat dans ton agence la delivery et slash SOPs. Ça, t'es OK. Maintenant, il nous reste 30 jours. Qu'est-ce qui est dans la checklist que tu n'as pas encore coché ? Alors, juste pour faire le mini rebond sur l'offre, en fait, j'étais arrivé chez les Hormozy en croyant que j'avais un problème d'offre sur l'approche holistique, parce qu'en France, tout le monde me dit on comprend pas ce que tu fais, il faut que tu choisisses, fais soit du Google Ads, fais du Meta Ads, machin, regarde les grandes agences qui font que du SEO, les machins. Et en fait, j'arrive là-bas et ils me disent mais non, mais ça, c'est plus les années 2010, les gars. Donc de toute façon, c'est normal de faire de l'holistique. Et donc, t'as des mecs du marketing chez Hormozy qui ont dit mais ça n'existe plus, en tout cas c'est pas le sens de l'histoire. Donc ça déjà c'était validé. Et derrière, là sur les 30 jours qui restent, il faut quand même que je finalise le fait de pitcher cette offre-là le plus facilement possible, parce que c'est cliché de dire ça, mais en France on a encore ce retard où on pense que avoir une agence qui fait que du Google Ads, c'est mieux. Et en fait, là du coup pour en avoir vu pas mal ces derniers mois, c'est une connerie, c'est pas du tout lié. Il y a des agences spécialisées qui font des conneries et il y a des agences 360, je vais pas citer de nom pour pas avoir de problème, mais qui font aussi des grosses conneries. Généralement les grosses agences parisiennes qui en ont rien à foutre et qui mettent un stagiaire. Donc c'est pas corrélé en tout cas à la qualité délivrée. Donc il y a ce sujet là. Et là sur les 30 jours qui restent, déjà je vais aller me replier dans ma montagne pour hiberner un peu et continuer à faire du contenu quand même. Ce qui manque à l'heure actuelle, c'est un peu la croisée des chemins entre tout ça, c'est-à-dire comment je mets en place plus facilement du contenu, comment je maintiens le rythme sans sacrifier le reste, sans tourner le week-end, etc., comme c'était le cas aujourd'hui par exemple, et comment je continue de produire du contenu qui reste en phase avec ce dont a besoin la cible. Pourquoi ? Parce que le pari qui avait été fait, et c'était la demande du Head of Brand de Hormozy, c'était de dire ne regarde surtout pas ce que font les concurrents. Et du coup, c'est à la fois très sympa parce que tu n'as pas à te coltiner les vidéos ou les contenus écrits des concurrents, et en même temps, tu as besoin de faire ton étude de marché beaucoup plus précisément, tu as besoin d'analyser beaucoup plus tes cibles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de te focaliser sur tes concurrents, tu te focalises sur ta cible, et donc, tu es meilleur aussi en delivery. Donc ça reste important de se dire, ok, comment je retranscris des éléments qui sont hyper spécifiques et qui sont hyper individuels dans les accompagnements qu'on peut faire à l'agence, et en tirer les règles générales. Par exemple, les vidéos sur le recrutement, il y avait une série là-dessus dans les vidéos de la chaîne, c'est parce qu'il y avait cette difficulté de recrutement chez les clients. Donc on est parti là-dessus. Tu avais aussi le côté, ok, j'ai des problèmes sur l'attribution, donc c'est le fait de diviser le chiffre d'affaires entre par exemple Facebook Ads, Google Ads, le SEO, Klaviyo, etc. chez certains clients qui étaient sur Shopee. Le niveau de maturité sur l'attribution il était un peu différent aussi chez les clients. Tu as toute la partie un peu DNVB Shopify qui était un peu plus naissante sur le sujet et qui avait besoin de comprendre. Là où les e-commerçants bien installés, ils avaient déjà des logiques d'attribution. Et du coup tu dis ok, comment on va vulgariser l'attribution, puisque moi c'est le sujet que je portais depuis 2012, donc autant vulgariser là-dessus. Tu dis ok, c'est un autre contenu. Maintenant, comment tu crées une cohérence autour de ça et pas tomber dans le piège de quelqu'un arrive sur la chaîne YouTube par exemple et n'a aucune idée de quoi ça parle. Donc ça, ce serait un risque. Et c'est un peu le challenge là aussi du mois d'août, c'est de dire là j'ai couvert un peu toutes mes bases normalement, tout ce qui est tuto Google Ads, Meta Ads, là j'ai cité Klaviyo parce que j'ai un tuto Klaviyo justement qui sort. Tu dis ok, tous les basiques sont faits, parce que tu as quand même une cible qui a besoin parfois d'avoir les bases. Comment tu emmènes tout le monde aussi au niveau supérieur, parce que le but aussi c'est d'éduquer les gens, et même les gens qui ne sont pas des clients, c'est important pour moi que les gens qui consomment mon contenu apprennent des choses, sinon de toute façon ils pourraient passer à autre chose. Mais même tu as des personnes qui créent du contenu et qui d'un coup veulent faire du divertissement ou juste de la promo ou des choses comme ça. Moi je suis parti sur la brique éducationnelle, et tu as un côté où de toute façon si la personne elle vient pour se divertir, c'est pas forcément l'endroit, même s'il y a potentiellement des petites vannes, du cynisme, etc. Mais le fondement c'est qu'il faut qu'elle reparte en ayant appris quelque chose. Donc t'es pas là pour te marrer à 100%, t'es pas là pour être non plus inspiré à 100%, même s'il y a des vidéos un peu plus entrepreneuriales et autres, et c'est aussi un peu du sujet Hormozy pour le coup. Mais du coup il faut que les gens apprennent des choses. Et donc comment tu fais en sorte de rendre ça intelligible, intéressant, et
que les gens aient envie de revenir et que ce soit pas juste aussi chiant qu'un cours magistral à la fac. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, parce que moi je déteste les tutos à la base parce que je trouve que c'est un peu bête et méchant, mais en même temps tu as des gens qui en ont besoin, donc ok, ça c'est bien. Maintenant, comment tu rajoutes de l'intention derrière tous ces sujets-là? Et ça, c'est le gros sujet au niveau du contenu pour donner cette cohérence justement qui fait que les gens ont envie d'en consommer plus et justement après de bosser avec toi, de parler avec toi. Donc ça, ce serait vraiment le challenge à court terme. Et donc finalement, on dit d'une agence qu'elle doit ne faire qu'un seul canal. Toi, ça, tu l'as totalement balayé. On dit d'un CEO qui doit jouer son rôle de CEO et de pas mettre les mains finalement dans les niveaux les plus bas. C'est quelque chose que finalement là aussi t'as balayé là, et t'es en train de nous dire que toi aujourd'hui d'être redescendu dans des comptes, t'as parlé j'imagine à d'autres CEO, d'autres directeurs, des responsables, mais aussi bien des traffic managers chargés de CRM, et qu'en fait là c'est la meilleure chose qui soit arrivée pour consolider le tout, parce que t'as remis en place des process, t'as mis en place du contenu qui répond à tes vraies problématiques clientes, et ce qui te permet aussi du coup d'amener des ventes. Ouais, ça, le côté le CEO, il doit vite aller dans les coulisses, machin, ça a jamais été ma tasse de thé. Pourquoi? Parce que tout simplement, je déteste ça. C'est un petit côté investisseur, machin. J'aime pas trop la posture passive, en tout cas que ça amène. Je sais que c'est pas passif, mais dans ce cas-là, entre avoir une agence et avoir une usine qui fabrique des stylos billes, ça n'aurait aucune différence puisque tu deviens un gestionnaire. Donc tu peux pas te revendiquer bon en marketing, ou en tout cas de rester au contact du marketing, si tu n'es pas dans le dur sur le terrain. Depuis 3 mois, j'ai refait des missions de management de transition, j'en ai fait 3, ça me met au contact du terrain, ça me met dans la réalité, et ça me remet dans ma peau de e-commerçant, qui fait aujourd'hui aussi le sel de l'agence. Donc ça pour moi, c'est quelque chose, je suis pas prêt à faire une croix dessus. Hormozy te dirait si il faut, mais pas au détriment de la qualité. Donc en fait, si tu arrives à aller dans les coulisses et à garder la même qualité, so what? Mais par contre, aujourd'hui, et sur le métier du service et du conseil, je pense que c'est important que le CEO reste au contact du marché. Sinon, tu fais quoi? Tu finis par faire des plateaux BFM ou d'autres conneries comme ça. Et ça n'a aucun intérêt pour tes clients qui te payent pour avoir de la valeur. Et donc, tu as besoin, normalement, de rester au contact du terrain et pas juste de ressortir les études FEVAD. Donc ça, c'est un sujet. Et sur la partie niche, en fait, j'étais déjà contre à l'époque, parce que ça a toujours été le fondamental de l'agence, ça s'est créé comme ça. Et quand j'étais chez Ticamoon, c'était la même chose. C'est-à-dire, tout doit être poreux, il doit y avoir les 3 niveaux pour moi que j'avais identifiés, c'était acquisition, CRO et UX, donc Conversion Rate Optimization et User Experience, pour la partie site, landing, etc. Et la partie CRM sur la relation client et la gestion des clients et des prospects existants. Et pour moi, tu avais ces 3 briques-là qui sont soutenues par la brique de data, qui est elle-même soutenue par la brique d'automatisation qui vient porter les 4 autres. Donc, cette vision holistique, je la remets pas en question parce que pour moi, c'est là où tu as le plus de valeur pour les clients, parce que quand tu as une agence de niche et qu'il y a un problème au niveau du business, elle va te sortir toutes les excuses du monde sur oui, mais c'était canicule, donc en fait les gens ils allaient manger des glaces et donc ils n'ont pas acheté de canapé chez vous, ça n'a aucun sens. Ou oui, mais il y avait les Jeux Olympiques, donc les gens n'ont pas acheté de livres. Bon, en fait, non, pas forcément, quoi. Donc tu as tout ce genre d'excuses que se trouvent toujours les agences pour justifier des mauvaises performances. C'est encore plus vrai sur les agences de niche, j'ai l'impression, en tout cas dans les feedbacks que j'en ai, parce que l'avantage aussi de cette de cette communication forcée avec plein de monde, enfin auto-forcée, personne ne m'a mis le couteau sous la gorge, mais cette communication auto-forcée avec plein de gens, c'est que tu vois aussi tout ce qui ne va pas dans l'écosystème. Donc tu avais cette partie-là aussi, et ça avait l'air plutôt corrélé avec des agences de niche qu'avec les agences holistiques. Et aussi tu as plus d'agences de niche que d'agences holistiques, donc c'est peut-être un biais lié à ça aussi. J'ai pas la répartition en pourcentage. Donc ouais, pour moi les 2 sujets en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de balayer et je suis pas prêt à bouger là-dessus pour l'instant. T'as aussi le fait que j'adore trop le e-commerce pour me mettre sur le siège passager aujourd'hui. Ça c'est peut-être un problème pour le long terme, on verra. Mais aujourd'hui, j'estime que c'est normal qu'un CEO d'une boîte de 10 personnes reste au contact du terrain et reste au contact des problématiques de ses clients. C'est la base et c'est comme ça qu'on arrive aussi à avoir de la satisfaction client sur la durée.
Et je pense aussi que tu travailles aussi, et c'est sur là aussi qu'on voit que tu as une lifetime value qui est totalement au-dessus de ce qu'on peut observer du marché. C'est que comme tu le disais en plus précédemment, c'est que toi, tu as tes années de connaissances sur Tikamoon il y a 15 ans. Ça commence à faire aussi un moment que tu as quitté Tikamoon, mais pour autant, tu es toujours resté à un niveau de connaissance qui a toujours été mis à jour, ce qui peut parfois aussi être décorrélé à des niveaux de management supérieurs où finalement, quand on passe un niveau hiérarchique, forcément, on n'a plus ce temps de formation, on ne prend pas le temps de formation. Et c'est aussi là, je pense, où il y a un delta après avec les équipes, parce que tu n'es plus en symbiose avec ton équipe, parce que tu ne comprends plus pourquoi elle fait les choses de la façon, car tu ne les faisais pas comme ça. Ouais, et c'est lié aussi, je pense, à... Et là, pour le coup, je suis en désaccord avec Hormozy, je suis pas un fanboy. C'est que pour lui, justement, le fait de vendre du conseil en marketing ou des stylos, il n'y a pas de différence quand tu es CEO. Tu es censé avoir le même rôle des deux côtés. Moi, l'inconvénient et l'avantage que j'ai, c'est que j'aime bien mon métier et c'est une passion et je compte pas les heures ou quoi que ce soit que je passe à lire des articles dessus, à écouter des podcasts, etc. Plutôt en anglais, parce que c'est là-bas que ça se passe, évidemment. Donc, tu as cette partie-là. Et on pourrait dire, ouais, mais c'est du fake, etc. En fait, il y a une anecdote que j'aime bien sur le sujet. C'est une camarade qui était CMO en e-commerce, donc il est toujours d'ailleurs, qui avait déjà eu la remarque par son mari de pourquoi tu lis, je sais plus si c'était French Web ou le Journal du Net, un dimanche matin. Et tout naturellement, elle avait dit, c'est un peu comme toi qui lis l'équipe. Moi, je lis ça, chacun son média en fait, entre guillemets. Donc, t'en as qui vont lire justement des choses parce que leur hobby c'est le sport et donc ils vont lire l'équipe, et t'en as leur passion, ça va être le web, et donc ils vont lire ce qui est sur French Web ou aller sur Search Engine Land, etc. Donc en fait, cette casquette-là, tu peux quand même la garder même à haut niveau de responsabilité, et c'est vrai que c'est un peu plus rare de voir ça. Et donc moi j'avais la casquette CMO, mais je restais quand même en challenge sur des niveaux assez précis, même en SEO, en CRO, en SEA, ce qui peut être chiant pour les équipes parce que ça peut donner l'impression que tu es derrière leur cul, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, c'est juste que toi, tu consommes plus de contenu sur le sujet, tu t'instruis sur le sujet, et c'est en partageant les connaissances et en partageant les hypothèses que tu vas voir dans tes contenus ou dans ce qui est produit. Par exemple, je suis dans un mastermind où il y a surtout des experts SEA, quelques experts SEO et CRO par exemple, mais en parlant avec ces gens-là, tu trouves des nouvelles idées, tu as envie de tester des choses, ça te fait penser à d'autres éléments et tu as envie de les tester et de les ramener à tes équipes. Et ce qui est intéressant quand tu es à un poste de CMO, c'est que tu as la vision globale du business le plus possible parce que tu es membre du comité de direction, donc tu sais des choses que les équipes n'ont pas encore le droit de savoir en général. Et donc, si tu arrives à avoir la vision macro, la vision long terme et à le relier à des éléments, des leviers de terrain, ça t'aide à déployer beaucoup plus facilement les choses. Et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est une force qui a été répliquée côté agence et où justement on a créé des lignes là-dessus où on arrive à redispatcher, en fait l'account manager ou le project manager, il va savoir quel est le besoin réel du client, quel est son driver psychologique, quel est son besoin à 2 ans, parce que le client il le partage en toute honnêteté, en toute transparence. On le repartage en interne, c'est des données qui sont ultra confidentielles évidemment, mais on arrive à déployer des stratégies qui du coup sont beaucoup plus alignées. Et ça doit expliquer aussi la LTV qui vient de cet alignement extrême avec le client. Ouais, et je pense que c'est aussi là, c'est peut-être décorrélé des Hormozy, mais d'un côté qui fait énormément sens des Hormozy, c'est que en fait, c'est très européen, le 5 jours semaine, 9h, 17h. Et c'est là où Hormozy te dirait, mais il y a 52 semaines, 7 jours, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. Et la journée, si t'en as pas assez, tu peux commencer ta journée à 4-5 heures du matin et en fait, pousse ta journée et tu verras que le temps, tu vas le trouver. Aussi, quelque chose que je trouve très européen, et tu le mentionnais juste avant, c'est toute cette notion d'excuses. Et finalement, là, sur les 30 jours qui se sont passés, tu ne t'es pas donné des excuses. Quand ton côté agence t'as dû redescendre, t'aurais pu te dire de « je n'ai pas le temps de faire mon contenu ». T'as juste élargi ton temps, ta journée, pour que le contenu sorte. Et donc là, ce qui fait que t'as mis des choses en place dans ton agence, t'as mis du contenu, en parallèle, t'as rempli tes objectifs. Et ça, je trouve que c'est très européen de se trouver des excuses
Et ça commence à être de plus en plus, d'ailleurs, chamboulé ici. Il y a déjà Arnold Schwarzenegger qui disait tu peux avoir des excuses ou des résultats, pas les deux. Les Hormozy, ça, ils en parlent tellement aussi loin. Et je prends même là, plutôt actu, le gars des JO, je crois qu'il fait une médaille de bronze en athlée. Alors que le gars, il était en pleine dépression, il avait eu une grosse blessure. En faire vraiment un parcours, il aurait pu vraiment, ce gars, se donner plein d'excuses à pas aller au JO. Et en fait, il termine avec une médaille de bronze. Et ça, je crois en plus c'était aussi un Américain. On voit que côté US, cette notion d'excuse, en fait, elle n'existe pas. Elle est totalement à bannir. Et je pense que ça aussi, c'est une de tes forces là que tu as eues sur ces 30 premiers jours. Mais que tu avais déjà depuis un moment. Donc Maxence, pas d'excuses, on vient de le bannir. Il reste 30 jours. Tu pars 2 semaines en congé. Je pense que tu mérites quand même là un peu de couper. Il va rester moins de 15 jours quand tu vas rentrer. Qu'est-ce qui va se passer pendant 15 jours? Parce que là, c'est le dernier 100 mètres, le dernier sprint, avant vraiment le combat du Big Boss Hormozy. Bah, là, pour le coup, j'ai pris la moitié du temps, on va dire, tous mes après-midi qui sont sur le sujet. En fait, je me coupe de tout, je passe en mode bulle et je mesure le chemin parcouru dans le sens où qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est un peu comme les algos de chez Google, tu regardes les chemins qui ont converti et les chemins qui n'ont pas converti, tu essayes de voir. Donc regardez ce que j'ai fait qui a donné des résultats, ce que j'ai fait qui a une présomption de résultat, parce que tu as des éléments qui sont encore trop jeunes pour avoir vraiment quelconque résultat. Par exemple YouTube, normalement je ne devrais pas encore regarder. Ça a déjà généré des premiers clients, donc ça c'était cool. Il y a aussi des prospects qui arrivent régulièrement dessus, donc ça c'est génial. Normalement on m'avait dit que ça prend un an, finalement c'est là qu'on voit que le temps c'est relatif, ou en tout cas le délai c'est relatif, bref. Donc regardez ces éléments qui ont marché, ces éléments qui n'ont pas marché, essayer de voir comment je peux capitaliser beaucoup plus vite sur ce qui marche évidemment, comment je peux rationaliser aussi mes forces, parce que mine de rien j'ai fait des efforts aussi niveau financier, mais j'ai pas des moyens démultipliés non plus. Donc comment tu rationalises l'effort pour réduire au maximum tout le gaspillage qu'il peut y avoir sur les éléments en cours. Donc par exemple, où va le temps de l'équipe quand il n'est pas en temps client, où va mon temps quand il n'est pas en temps contenu client vente, et comment tu gères pour avoir le moins de ce gaspillage possible, et surtout est-ce que l'énergie elle est au bon endroit. Tu vois, par exemple, est-ce qu'on fait les must have, les should have, les nice to have, et dans l'idée comment tu identifies, ok ça en vrai c'était sympa sur le papier, mais ça a peut-être peu d'intérêt pour aller passer du temps là-dessus sur 6 mois, sur 1 an, etc. Donc cet exercice de rationalisation, il peut être fait que quand tu as fait le retour et quand tu as fait le débrief de tout ce que tu as mis en place. Donc ça va être surtout un moment de, pas de méditation, un peu trop zen sur le sujet, mais de analyse de résultats, on va dire, comme quand tu as fait ta bonne campagne d'A/B test et que tu laisses le cooldown pour voir comment ça va se passer, comment ça s'est passé, pardon, et déterminer ce qui va se passer derrière. Donc c'est vraiment ce côté-là, et où je me dis que de toute façon, je vais juste arriver avec le maximum de données possibles chez Hormozy, ce qui était le cas la dernière fois, et au final, les questions que j'avais en tête au moment où je suis allé au workshop, c'est pas du tout les questions que j'ai posées au moment où j'ai papoté avec Hormozy, et donc je pars pas avec des a priori en me disant il faut vraiment que j'aille répondre à cette question-là. C'est plutôt ok, j'ai toutes ces données-là. Je pense que le prochain niveau il va être adressé par telle ou telle question. Ça je l'ai pas encore, je suis en train d'y bosser dessus et c'est ce que je vais faire après mon cooldown justement. Et donc je me dis ok, ils vont sûrement faire des nouvelles interventions qui vont peut-être changer ma façon de penser, mais au moins j'ai mon set de données et mes questions que j'ai a priori ce sera sûrement pas les mêmes, et donc je verrai comment j'arrive, mais au moins j'arriverai préparé, c'est le principal. Donc les 2 semaines, ça va être surtout de la préparation physique et mentale, on va dire. Je vois. Et finalement, toi, tu consommais beaucoup les contenus d'Alex Hormozy, tu en consommais un petit peu de Leïla, mais tu as aussi rencontré toutes les personnes qui les entourent. Qui est la personne à qui tu as envie de parler? Alors là, s'il y avait une personne que je voulais revoir, ce serait le Head of Brand pour le coup, Caleb, qui est la personne qui m'a le plus game changer au niveau du contenu forcément et du market, et je trouve que ça avait été une rencontre hyper pointue parce qu'en 30 minutes j'avais ma stratégie édito et de marque sur YouTube et sur le podcast pour les mois à venir
en moins d'une demi-heure, alors que la personne ne me connaissait vraiment pas d'avant ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de revenir avec justement mes données actualisées et de me dire ok, maintenant je produis telle ou telle sorte de vidéo, mes outliers, donc les vidéos qui ont le mieux performé, et en termes de vues et en termes de contacts, donc de personnes qui nous ont contactés, parce que je suis pas là pour être influenceur, je suis là pour avoir des gens qui me contactent et enclencher des discussions, pas faire des vues, etc. Sinon je ferais des vlogs ou des machins. Donc voir en fonction de ça ce que lui me recommanderait de faire et voir à quel point je peux adapter ça aussi sur le mood peut-être européen et voir même en second regard, parce que moi je suis tellement dedans depuis 4 mois que j'ai peut-être un regard qui est un peu moins objectif qu'à l'époque et donc ce serait vraiment la discussion que j'attends d'avoir en tout cas. D'accord, donc vraiment là c'est revoir Caleb. On change pas, on reste sur Caleb parce que ton contenu, là t'as vu, je crois que tu disais les premiers résultats c'était au bout d'1 an de contenu YouTube. Toi là déjà t'as eu des premiers contacts, donc tu sais que déjà t'as monté en compétence là-dessus et tu veux revoir Caleb un peu je pense pour déjà savoir ce que t'as identifié comme next step, mais aussi surtout pour voir à quel point t'as un gain derrière sur le contenu, donc YouTube en principale cause à revoir et tout ce que tu peux y apporter derrière. Ouais, c'est ça, sachant que les 12 mois, je l'ai pas sorti de mon chapeau, hein, mais lui-même, il m'avait dit ça. T'as Ali Abdaal, qui est un youtubeur américain assez connu, qui t'avait dit ça aussi. Charlie Morgan en parle régulièrement. Enfin bref, il y a un consensus, je sais pas pourquoi, sur cette histoire de 12 mois, un peu comme le SEO, c'est plein de mythes comme ça. Et au final, je pense qu'il y a une notion aussi d'intensité qui peut jouer. Donc en fait, si on te dit tu vas produire une vidéo par semaine avec tel planning édito, tu vas faire le premier vendredi du mois une vidéo inspi, le deuxième une vidéo sur Google Ads, sur l'email, machin. En fait, moi de toute façon, j'ai trop de sujets à aborder. Quand tu fais de l'holistique, moi sur ma chaîne, il faut qu'il y ait aussi bien du Google Ads que du SEO, que du méta, que de l'email, etc. Donc dans tous les cas, si je voulais faire du saupoudrage de contenu comme ça, c'est même pas 1 an qu'il me faudrait, je pense, pour avoir des résultats. Ce serait peut-être 3 ans, le temps que les gens comprennent tout l'écosystème qu'il y a derrière. Donc, tu as cette notion d'intensité-là et de me dire, tiens, partager ce feedback-là et avoir le feedback d'un mec qui maîtrise super bien les codes, parce que pour le coup, ils avaient fait une énorme refonte de la stratégie YouTube chez Hormozy. Tu dis, tiens, arriver avec une espèce d'ovni, parce que c'est quelqu'un qui marchait beaucoup comme ça, c'est pour ça que genre moi j'ai pu parler 30 minutes avec et la personne avant moi c'était 2 minutes. Donc je pense qu'il y a un côté, si ton problème est intéressant, c'est comme le sablier de Slughorn dans Harry Potter qui baisse moins vite si la discussion est intéressante et par contre il baisse très vite si la discussion elle est chiante. Ce serait génial à avoir dans la vraie vie ça. Mais du coup, si tu arrives avec ce genre d'ovni statistique, ça serait intéressant d'avoir un point de vue externe de quelqu'un qui connaît très bien le sujet et il y a très peu de bons experts sur le sujet en francophonie, ou en tout cas j'en ai vu quelques-uns et j'ai eu l'occasion de discuter, mais c'est assez léger et on reste très français. Ce serait marrant de voir celui qui a globalement chamboulé la strate de Hormozy. Donc ça j'attends de voir. Ok, et j'ai une dernière question pour toi. S'il y avait une seule chose, une insight, peut-être une réponse à une question, je sais pas, qui pourrait, je sais pas, t'émerveiller comme le petit Maxence de 6 ans le jour de Noël quand il ouvre ses cadeaux. Est-ce que tu as identifié ce genre d'élément que tu pourrais obtenir aussi du workshop? Vraiment la chose la plus incroyable, la plus folle. Je sais pas s'il y a un élément particulier qui pourrait faire la différence en fait à ce niveau-là. J'ai l'impression que toutes les machines sont en marche et on peut toujours être surpris, j'ai envie de dire, mais là, j'arrive même pas à avoir un élément qui pourrait être game changer, comme on dit, sachant que tout ce qui a du levier et que j'ai pu identifier est déjà en place, est déjà en train d'être soulevé. Donc, je dis ça en sachant très bien que peut-être qu'ils vont avoir une autre idée, une autre approche qui n'est pas les approches à la con qu'on voit en ce moment sur LinkedIn de il faut faire du setting, du closing, et machin, ça c'est des conneries. Je parle vraiment d'un truc, d'un niveau supérieur. On ne sait jamais, il peut toujours y avoir des choses qui vont émerger, ne serait-ce que dans les discussions avec les autres participants. Donc je reste curieux et je sais que parfois ça peut être juste une bribe de phrase qui va être dite dans un couloir qui peut avoir cet impact-là. Donc je ne sais pas ce que ça peut être aujourd'hui, mais c'est un des points de vigilance que j'ai, c'est d'y arriver avec les chakras ouverts pour justement pas passer à côté de ce cadeau s'il est planqué dans un coin et qu'il a un emballage qui a pas l'air très bien, mais qu'en fait à l'intérieur le cadeau il est génial. Donc juste la vigilance de pas passer à côté, mais j'ai pas d'attente particulière sur le sujet.
Donc là, tu le visualises pas, ce qui est tout aussi intéressant parce que je pense qu'effectivement, si ça arrive à venir, toi, t'es totalement repoussé dans les cordes et t'en reviendras vraiment des étoiles plein les yeux et comme si vraiment le petit Maxence de 6 ans ouvre the cadeau de Noël, quoi. Ouais, et puis partir sans parti pris, justement, où tu dis, bah, ok, j'y vais pour juste répondre à telle question. Et en fait, tu passes à côté de l'autre chose qui avait un énorme levier, mais comme c'était pas ce que tu étais venu chercher, bah en fait, tu t'attardes pas dessus, alors que c'était l'élément qui était hyper important et qui allait avoir un impact majeur. Donc, en restant hyper justement décontracté, en étant en mode radar et en me disant, ok, je vais traquer chaque chose qui se passe, chaque élément qui peut être utile et les analyser. Et tu as ce côté presque relax avec lequel il faut aller. C'était Schwarzy qui disait que il faut être relax, sinon si tu es stiff, donc si tu es tout rigide, que ce soit en business, dans la vie ou en sport, tu n'arrives à rien. Donc en fait, y aller avec ce mode ultra relax, je me dis que c'est limite la chose qui me permettra d'identifier ce cadeau. Et donc ça résume bien finalement l'état d'esprit dans lequel tu vas être sur ces 30 derniers jours où déjà tu pars en vacances et que tu vas garder un peu cette préparation un peu d'athlète où tu sais que tu dois bien gérer ton sommeil. On a quand même un décalage horaire qui est assez important. Ton côté aussi nutritionnel pour être en forme quand tu vas y arriver. Aussi de pas avoir le cerveau qui crame sur trop d'informations et pouvoir en bénéficier au maximum. Donc c'est plutôt aussi sur ça que ces 30 derniers jours vont s'axer. Ouais, c'est vraiment le côté ne pas tomber dans les pommes, ne pas avoir le mur du marathon en face de toi. J'en ai bouffé 2 fois des murs du marathon dans ma vie, des vrais marathons. Je connais l'expérience et j'ai pas envie d'arriver là quand tu te sens tout vidé, etc. Quand t'as plus le glycogène dans les muscles, pour ceux qui aiment les marathons. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est pas le meilleur agenda d'avoir foutu mes vacances juste avant, parce que en termes de dates, c'était pas les dates auxquelles j'aurais voulu prendre mes vacances. Par contre, c'est le très bon timing pré-Vegas pour être sûr d'avoir le corps, l'esprit le plus en phase possible avec l'expérience que je vais aller vivre. Et bien Maxence, je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine aussi vidéo parce que là, il y a aussi énormément encore de choses à préparer. Donc ouais, on a déjà cette préparation à 60 jours, ce point d'étape intermédiaire à 30 jours, et après, du coup, le workshop et potentiellement même le post-workshop à 30 jours ou un peu plus pour savoir ce qu'on en fait. Toi, si on veut te retrouver, on te retrouve où ? Principalement sur LinkedIn et sur YouTube. C'est les 2 endroits où je zone fréquemment. On met les liens de points de contact de Maxence en description. Je vous parlais aussi de Shadow Agency. Shadow Agency, c'est le programme développé par Maxence et moi-même sur la gestion du marketing 360, sur le niveau technique, mais aussi sur la gestion d'une agence. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez des questions sur le workshop ou d'autres choses qui n'ont pas été adressées, ça se passe en commentaire. Et surtout, pour nous donner de la force, likez et abonnez-vous à la chaîne Mavericks Media. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de préparation du workshop, vous la retrouverez également sur notre chaîne quelque part ici. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez des questions toujours sur la préparation du workshop, ça se passe en commentaire. Et pour donner de la force, s'il vous plaît, allez liker et abonnez-vous à la chaîne.